bonjour messieurs, c'est dommage pour la pas arrêter. Bonjour messieurs. J'ai commencé par une première question. Donc on est sur le sujet de la sécurité du cloud. De la sécurité du cloud. Et j'ai commencé par une première question justement sur ce sujet. On en parlait tout à l'heure, on parlait de château fort, on parlait d'adoption du cloud et d'adoption progressive et généralisée depuis plusieurs années. Forcément, l'adoption du cloud a généré une mutation dans les systèmes d'information et notamment du fait de l'accompagnement des nouveaux usages. On en a parlé, Covid, post-Covid, pré-Covid, etc. Et aujourd'hui, on rencontre régulièrement des DSI ou des responsables informatiques qui nous disent le cloud, c'est bien, mais j'ai un problème de sécurité. Donc apparemment, il semblerait que le cloud, ce soit avant tout une affaire de confiance. Et dans la première question que j'avais, peut-être pour toi, Julien, c'est sur, on parle de cloud, on parle de confiance, mais a-t-on des moyens de s'assurer de la confiance dans le cloud? Merci, bonjour. Effectivement, tout à l'heure, on parlait du cloud et de la confiance. Et on va dire la problématique du cloud, peu importe le type de cloud que vous ayez, c'est qu'il y a un moment où vous ne contrôlez pas tout. Effectivement, ça peut faire peur. Et donc, il y a une notion de confiance qui doit être mise en place. Et ça, vous avez des normes et des visas, etc., qui sont là pour vous donner une garantie sur un périmètre du cloud. Si on parle dans du cloud où vous avez une infrastructure qui est plus chez vous, vous avez tout mis chez quelqu'un en hébergement ailleurs, là du coup c'est un data center, vous avez des normes du style le SOC, normes SOC, qui sont là pour vous garantir une certaine façon dont le data center a été géré et géré, d'accord. Si on prend par exemple quelque chose de complètement différent, mais qui est par contre toujours dans le cloud, si on parle d'une application SaaS, cette application SaaS, pareil, elle peut mettre en place des systèmes de normes ou des garanties en interne chez elle pour vous donner confiance sur ce qu'ils font et donc, si vous voulez, faire la sécurité à votre place. Parce que ça reste une applicative que vous utilisez toujours, qui peut être très importante pour vous, qui potentiellement, si elle marche plus demain, vous pouvez plus fonctionner. Donc, vous êtes dépendant de ce prestataire. D'accord? Donc ça, c'est après, par exemple, il y a des applications qui sont en SaaS. Vous connaissez peut-être l'ANSI, je pense. Ils ont un visa qui s'appelle le Secnum Cloud. Dans ce Secnum Cloud, ça prend aussi bien du data center qu'une application SaaS. D'accord? On peut être certifié sur les deux pans. Et puis après, il y a aussi ce qu'il faut regarder, c'est les CGV. D'accord? Dans les CGV, c'est le meilleur moyen d'avoir une garantie. Pourquoi? Parce que souvent, quand le prestataire il a assez confiance dans son produit pour dire que s'il se passe ça, voilà les répercussions que moi j'ai, combien je dois vous rembourser, quelles sont les garanties de service que vous avez, etc., qui sont des garanties contractuelles juridiques, et donc elles s'engagent juridiquement avec vous. Ça, c'est des conditions aussi qui permettent à vous d'avoir confiance en ce que vous achetez. D'accord? Donc, faut pas négliger ce qui est marqué là-dessus. Parce que quelqu'un qui vous dit oui, c'est bien sécurisé, il marque peut-être qu'il a des normes, des visas, etc. Mais qu'après, derrière, dans les CGV, il n'y a rien qui répercussionne tout ça. On peut se poser la question de est-ce qu'il a vraiment confiance en ce qu'il a mis en place lui-même? D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un moyen pour pouvoir savoir si votre fournisseur, prestataire, fait vraiment et vous donne vraiment une garantie de ce qu'il fait en interne que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Et c'est important de savoir aussi du coup quel est le périmètre de leur sécurité qu'ils ont mis en place dans leurs produits. Parce qu'il y a certaines choses où il faut faire gaffe. Je pense que certains ont eu les conséquences il y a quelques mois avec nos amis d'OVH, où quand des fois c'est pas précisé, quand le périmètre est en dehors, c'est à vous de vous en occuper. D'accord? Donc, c'est presque pas de la cyber, c'est du juridique. Voilà, comme ça, vous pourrez dire tous, s'il y a des gens du service info, bah, c'est pas mon problème, c'est le problème du juridique. Donc, c'est pratique, ça vous met moins de boulot, mais c'est tout autant de la cybersécurité. D'accord? Voilà. Alors, Christophe, Thierry, au sein de nos organisations, justement, c'est pas de la cyber, c'est du juridique, mais qu'est-ce que nous avons mis en place et comment gérez-vous ces demandes-là? Bonjour. Déjà, dans un premier temps, je voudrais dire que la protection des lieux, la protection des personnes, c'est de la cyber.
ce sont des chapitres de la cybersécurité. Donc il faut surtout considérer que ça fait partie du périmètre et du champ d'action, et on doit s'en préoccuper. C'est essentiel, important, et majeur. Ensuite, pour rebondir à la première question et à l'intervention de Julien, moi je pense que la cybersécurité, les relations entre entreprises sont des relations de confiance, mais qui sont encadrées par des contrats et par des normes. Et la cybersécurité rentre dans ce champ d'action, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même insufflé par notamment l'État tout un tas de mesures qui vont ruisseler progressivement sur toutes les organisations, sur toutes les entreprises, pour que progressivement tout le monde s'approprie la cybersécurité. Et il est à la charge des sociétés prestataires comme des nôtres, de consultants, d'accompagner et d'aider les entreprises à appréhender, comprendre et ensuite mettre en place toutes les mesures qui s'imposent. Et derrière, de vérifier effectivement que les relations contractuelles sont établies, que les normes sont suivies, et ça va permettre comme ça progressivement d'atteindre un niveau de maturité qui rejoindra tout ce qui a été mis en place préalablement. Je veux dire, aujourd'hui, la comptabilité, c'est quelque chose qui est encadré dans les entreprises. La protection du travail et des travailleurs, aujourd'hui, on ne fait plus travailler d'enfants dans les entreprises. Voilà, progressivement, on arrivera. Alors majoritairement, et en France en tout cas, on peut considérer qu'on a atteint ce degré de maturité, même s'il y a des abus et que ces abus sont poursuivis, contrôlés, chassés et réprimandés, mais que progressivement on atteindra ce niveau en cybersécurité. Alors c'est un chantier, il y a quelques décennies je pense devant nous avant d'y arriver, mais voilà, on va dire que les fondamentaux sont là et on a les moyens aujourd'hui en tout cas de pouvoir accompagner, de mettre ça en place. En tout cas c'est ce qu'on s'attache à faire, et on s'attache aussi à traiter et à s'adresser à tous les types d'entreprises, que ce soit les grands comptes qui, eux, sont armés, ont déjà des batteries de consultants ou d'experts, mais aussi les PME et les plus petites entreprises qui ont besoin, pour le coup, d'être accompagnés avec des prestations extérieures. Ok, et toi, Christophe, en tant que DSI de la team, tu as travaillé sur le sujet des fournisseurs. Je me rappelle bien, ça a duré longtemps. Donc, sur le sujet des fournisseurs, qu'est-ce que tu as mis en place? Exactement. Oui, parce qu'en fin de compte, typiquement, en tant que DSI, on doit s'assurer justement d'un certain nombre de points sur la partie fournisseur. Et bon, il y a toute la partie CGV, contractuelle et tout, mais quand on est au pied du mur parce qu'on a une problématique avec le fournisseur, c'est là où en fin de compte on peut se retourner sur les CGV, mais il faut vraiment bien identifier les points importants contractuels que l'on va avoir avec le fournisseur et savoir aussi parfois en fin de compte s'en passer. Donc dans le cadre en fin de compte de notre certification ISO 27001 et certification HDS, nous on a élaboré une politique de gestion des fournisseurs. Ça nous a permis ainsi de sécuriser aussi les services et les achats en fin de compte que ceux-ci en fin de compte nous fournissent tout simplement. Peut-être trouver aussi des moyens, et ainsi on a travaillé justement sur un certain nombre de règles de sécurité, de critères qui ont permis d'élaborer derrière encore une fois des mesures de sécurité suivant justement la dépendance à ces fournisseurs, et se dire en fin de compte oui, avec ce fournisseur je suis contractuellement j'ai un très bon contrat, il doit me fournir un certain service. Et bien, même dans ce cadre-là, en fin de compte, on essaye toujours d'avoir peut-être une solution de contournement ou quoi que ce soit qui nous permettrait, en tout cas, de nous passer de ce fournisseur. Ok, donc là on parle fournisseur, on a parlé normes, on a parlé confiance dans les normes, contrat, fournisseur. Maintenant, on n'est pas le château fort. Vous avez vu, c'est ouvert le château fort, donc on adhère à des solutions IaaS, PaaS, SaaS. Je pense à certains de nos outils internes. Qu'est-ce que Julien, tu préconises pour sécuriser le IaaS, le PaaS, le SaaS? Et nous, en interne, qu'est-ce qu'on a mis en place justement pour sécuriser ces nouveaux usages? Alors effectivement, là, tu as cité trois mots, entre guillemets. Donc, pour revenir, parce que je ne sais pas si tout le monde maîtrise IaaS, PaaS, SaaS. Ok. Le IaaS, en gros, c'est quand vous achetez du IaaS, c'est que votre prestataire, votre fournisseur, il va s'occuper de tout du niveau physique de votre infrastructure, et vous gérez la partie virtuelle. D'accord? Donc, s'il y a un disque dur qui crame, s'il n'y a plus d'internet, etc., ça, c'est le problème de votre fournisseur. Si par contre, votre VM, elle est en croix parce que vous avez mal mis un truc, ça, c'est votre problème. D'accord? Donc, ça, c'est le IaaS. Donc là, le IaaS, ce qui est pratique avec le IaaS, c'est que la façon dont vous devez faire de la cyber là-dessus, c'est pareil que chez vous. C'est pareil que chez vous. Vous avez les mêmes problématiques. D'accord? C'est juste que la sécurité physique, vous n'allez pas vous en occuper. Mais le cloisonnement, la façon dont vous allez accéder à vos serveurs, la façon dont vous allez vous interconnecter avec les autres, pareil. D'accord? Dans le PaaS, c'est un peu différent parce que là, du coup, vous allez gérer que l'OS.
Ok. Donc d'un point de vue, là vous allez faire de la sécu qui va être un peu plus haut niveau. Donc vous allez faire du hardening par exemple pour gérer votre système d'exploitation et être sûr que il n'y ait pas forcément de débordement. En plus, en fonction des formules que vous êtes abonné, peut y avoir du mutualisé. Ok. Donc du coup, là vous allez essayer de vous restreindre sur votre périmètre de votre OS, de votre utilité que vous avez, de la VM qui vous a été mis à votre disposition. Ok. Et là, dans le SaaS, le SaaS, c'est là où vous avez le moins la main sur l'infrastructure parce que vous avez une interface web ou juste un connecteur VPN sur lequel vous devez vous connecter, puis ensuite vous avez accès à l'applicatif. D'accord. Donc celui-ci, soit vous avez plusieurs choix, hein, soit vous avez un choix où vous le faites chez vous en interne pour vérifier les flux qui se passent entre vous et l'applicatif et vous demandez à votre prestataire de mettre en place des mesures de sécurité pour qu'il y ait vraiment que vous qui puissiez accéder. D'accord. Mais là, du coup, c'est du relationnel. Enfin, il y a dans les deux sens, vous allez devoir mettre des choses. Soit vous allez avoir, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais des exigences avec vos prestataires où vous allez lui dire, ça, je veux bien travailler avec toi, mais il faut que vous fassiez ça pour garantir un niveau de sécurité de mon applicatif qui est vital pour moi. D'accord. Et donc Christophe, même question, qu'est-ce qu'on a mis en place au sein de Foliatim et pour sécuriser justement l'utilisation de ces IaaS PaaS comme a décrit Julien? Donc nous, ce qu'on a surtout travaillé, parce que ça fait quand même quelques années que l'on fait du SaaS, du PaaS, du IaaS au niveau de Adocom et du groupe Foliatim. Et on a, dès le départ, en fin de compte, réfléchi à la manière dont on devait sécuriser les systèmes d'information de nos clients, les données que nos clients, en fin de compte, nous confiaient sur nos data centers. Et ce qui fait qu'on a mis en place donc un certain nombre encore une fois de mesures de sécurité, mais avec une réflexion toujours de security by design. Toujours réfléchir en fin de compte à comment sécuriser au plus proche de la donnée du client. Et au-delà de parler en fin de compte de services SaaS, PaaS, IaaS, d'infrastructure, on a vraiment réfléchi à ce que, et d'un côté hébergement, et de l'autre côté, alors on a tout un centre de services qui permet de piloter justement tous ces services SaaS, PaaS, IaaS, etc. Et de faire en sorte que les bonnes pratiques soient mises en place, soient réalisées par ce centre de services dans tout ce qu'on peut gérer et infogérer de par nous-mêmes. Concernant la partie SaaS, bien sûr, on travaille bien sûr avec des fournisseurs SaaS externalisés. Et typiquement, moi, une des règles que je me suis donnée, c'est tout simplement de leur demander leur plan d'assurance sécurité à ces fournisseurs SaaS, si ceux-ci, en fin de compte, n'ont pas passé de certification ou de normes permettant ainsi de m'assurer, moi en tout cas à travers ce pass, de leur niveau de sécurité. Et donc Thierry, toi, RSSI, qu'imposes-tu à minima? Elle n'était pas prévue cette question, donc je sais que je te prends à vous. Mais qu'imposes-tu à minima pour justement vérifier ces fournisseurs? Alors, bien évidemment, les passes, comme l'expliquait Christophe, les plans d'assurance sécurité sont essentiels, importants. Après, on a des exigences autour des contrats. Et le contrat étant l'élément majeur qui va permettre de définir, décliner ensuite toutes les mesures qui sont prises en cas de rupture ou de non-conformité. Donc ce sont les éléments qu'on met en place. Et puis on fait aussi confiance à nos compétences techniques parce qu'on met aussi en place, nous, pour le compte de clients, un certain nombre de technologies dans nos data centers. Et je rajoute que voilà, on traite tous ces sujets, IaaS, PaaS, SaaS, etc. Donc on a affaire à beaucoup de technologies. La cybersécurité, c'est pas une affaire d'un unique produit qui va être posé là et qui va fonctionner pour tout. C'est un ensemble de mesures, de procédures et de technologies et on se doit de toutes les maîtriser. En tout cas, toutes celles dont on a besoin pour protéger nos services et nos infrastructures. Et je rajouterai à ça, dernier point, puisqu'on est aussi opérateur, on a des technologies très particulières pour, par exemple, protéger les flux de téléphonie, les flux voix sur IP et ainsi de suite. Donc on a aussi des technologies qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'on ne va pas retrouver dans toutes les organisations. Merci Thierry. Un de nos partenaires industriels de solutions SaaS, Barracuda,
représenté par Benoît aujourd'hui, a beaucoup travaillé sur ces sujets de la sécurisation, des responsabilités. Est-ce que tu peux nous en parler, Benoît? Et oui, on a abordé beaucoup de sujets que je vais reprendre un petit peu. On a parlé tout à l'heure, Alban nous parlait du fait que nos clients ne sont pas des professionnels de la cybersécurité, qu'il faut évidemment les accompagner. Et on a vécu une période un peu particulière où finalement on est parti du château fort et acculé finalement par le Covid et cette obligation de rester compétitif, de rester agile. Et ben les clients ont été amenés à migrer une partie ou la totalité de leur infrastructure dans le cloud, de souscrire à des applications SaaS pour permettre tout simplement à leurs employés qui étaient à domicile de pouvoir continuer à travailler. On a parlé donc de security by design, mais là on était très pressé. Donc le design il s'est fait largement après. Donc on a d'abord migré, et après on s'est posé la question de la sécurité. Et alors on a parlé de YaSpace. On a une slide, je crois, voilà, elle est parfaite, elle est ici, qui redonne un petit peu cette notion de sécurité du cloud et une notion qui est aujourd'hui très mal comprise, qui est celle de cette notion de responsabilité partagée de la sécurité du cloud. Concrètement, qu'est-ce qui est de la responsabilité de mon cloud provider, qu'il soit privé ou public, et qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Et là, très clairement, on a parlé, et Julien l'a redit, lorsqu'on est sur de l'infrastructure as a service, typiquement le type de service que peut offrir un cloud provider, et qu'est-ce que donne le cloud provider? Il donne de la CPU, du stockage, de la bande passante, mais la sécurité des applications, la sécurité des données reste sous la responsabilité des clients finaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les clients, dont les clients ne se sont pas du tout rendus compte. Ils ont migré et se sont dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Je suis chez Azure, je suis chez AWS, je suis chez Google ou je suis chez OVH, donc je suis tranquille. Et donc, il y a un vrai travail finalement d'évangélisation des partenaires comme Folietim Adecom auprès de leurs clients finaux pour leur dire, écoutez, voilà, vous avez migré, c'est très bien, mais factuellement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez juste changé d'adresse. Cette application a été hébergée chez vous on-prem, vous l'avez délocalisée dans le cloud, mais il faut que vous mettiez une alarme, il faut que vous mettiez la sécurité. Et cette mauvaise compréhension de ce modèle de responsabilité partagée fait qu'aujourd'hui, on n'a que 10% d'applications et parfois des applications qui sont les applications les plus critiques des entreprises, des applications sans lesquelles ils ne peuvent plus continuer à travailler si demain ces applications subissent par exemple des attaques en déni de service applicatif. Il y a tout un jargon extraordinaire que vous n'imaginez pas autour du monde de la sécurité des applications. Alors, on a parlé de messagerie. Alors, vous connaissez tous les terminologies de spam, de phishing, de spear phishing. Sachez qu'on a ce même jargon pour la sécurité des applications. Ça va être des attaques DDoS applicatives, de l'injection SQL, du cross-site scripting. Voilà, tout un type d'attaques qui sont évidemment disponibles sur le dark web en hacking as a service et qui permettent à des hackers d'attaquer ces applications qui sont publiées sur le web, accessibles à vos utilisateurs et donc évidemment accessibles aux hackers. Et là, on parle des actifs les plus sensibles, des sociétés et qui aujourd'hui sont publiés sur le web finalement pratiquement sans château fort, c'est-à-dire un petit peu sans sécurité. Et c'est une vraie problématique. D'accord. Alors j'ai essayé pour le coup Non, j'ai essayé de démocratiser, bien sûr. Écoutez, aussi simplement on a parlé tout à l'heure, Alban l'a dit en préambule, il y a un vrai devoir de démagogie, de pédagogie, pas de démagogie. Peut-être un lapsus, je sais pas. Benoît, c'est fini les élections. Voilà, on revient dans la vraie vie. De pédagogie. Il faut reprendre cette image simple. Vos chefs d'entreprise pour pouvoir continuer à travailler, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont migré leurs services, leurs applications dans le cloud.
En faisant ça, ils ont juste changé d'adresse, cette application. Et alors que cette application était bien sécurisée lorsqu'elle était on-prem, sur site, chez eux, et ben, il se trouve que par méconnaissance, mauvaise compréhension de l'organisation de la sécurité dans le cloud, et ben, ils ont migré cette application et aujourd'hui, elle nécessite, elle requiert des sécurités. Et ben, on va prendre rendez-vous. On est d'accord? On va passer vous voir avec Task Force. Non, j'ai bien commencé par là. Ce n'est pas la cybersécurité est une donnée, n'est pas la spécificité, n'est pas la spécialité. Vos clients ont un métier et c'est certainement pas la cybersécurité. Ils ont besoin d'un DevCom Folia Team pour expliquer ces sujets-là. Attends, Benoît. Je vous propose une première réponse qui va être complétée par Benoît derrière. Beaucoup de nos clients nous ont appelés, Noël, je parle sous je serais ravi d'y répondre. Sous ton contrôle. Beaucoup de nos clients nous ont appelés en urgence pour nous dire déjà, j'ai pas de PC. Donc, on s'est débrouillé pour trouver des PC. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. On a acheté des PC d'avance et on a rempli le stock de PC pour aider nos clients. Deuxième chose, on a eu la problématique du VPN. Il fallait se connecter sur les machines à distance. Un VPN pour un informaticien, ça met 35 secondes à créer. Pour un non-informaticien, ça met 2 jours. Pour expliquer le code, expliquer tout ça, ça prend beaucoup de temps. Après, et heureusement qu'on a nos partenaires type Barracuda, parce que là, on parle d'application, mais on va parler de messagerie sur autre chose, parce que Barracuda, entre autres, et on parlera d'Extreme après aussi, qui nous ont beaucoup aidés, on a passé 2-3 coups de fil, ils étaient sur le pont et on a pu tous avancer. Et notamment sur les applications, Benoît va pouvoir l'étayer un peu plus, mais il existe des systèmes, sans entrer dans les détails techniques, ils vont se mettre devant l'application qui est dans le cloud, la fameuse application dont Benoît disait qu'elle a été déplacée, qui vont se mettre devant le cloud et qui vont protéger les accès. Parce que nativement, ça n'existe pas. Alors Benoît, je crois qu'il y a une... tu avais prévu d'en parler, de toute façon, je le sais, parce qu'on a travaillé ensemble. Mais... Il y a une autre, on en parlera tout à l'heure sur la sécurité des réseaux, mais typiquement sur la sécurité spécifique des applications qui sont les plus critiques. On met à la disposition de l'ensemble de nos clients finaux des scans de vulnérabilité qui leur permettent de constater par eux-mêmes à quel point n'importe qui finalement accède à des données très sensibles de leur application très facilement et que ces applications requièrent une sécurité particulière. Je vous le dis, il n'y a que 10% des applications hébergées dans le cloud qui sont sécurisées aujourd'hui. Il y a un vrai travail de pédagogie. On travaille avec nos partenaires main dans la main pour aider les clients finaux à s'en rendre compte par eux-mêmes, parce que parfois ils disent attendez, vous êtes gentil, je paye déjà ça, j'ai la sauvegarde, j'ai mon anti-spam, mais là vous me remettez une couche de sécurité en plus. Oui, monsieur le client, mais vous avez bougé dans le cloud, vous avez gagné en agilité, il ne faut pas que ça soit une source, une brèche potentielle de sécurité. Alors moi de mon côté, je réponds parce que je suis confronté au quotidien aux demandes de PME, de PMI, de TI. Et effectivement, il y a une démarche chronologique à faire. Déjà, quand on vous parle, sans savoir, on parle un jargon incompréhensible. Moi, la chronologie, c'est tout simple. Vous avez des auditeurs en organisation et en cybersécurité qui vous accompagnent sur un temps long pour vous monter tranquillement sur 36 mois à peu près, c'est votre façon de travailler, à... je dirais, regarder à régler toutes les préconisations qui sont éditées à l'ANSSI et de plus simple, on va dire, la sauvegarde, jusqu'à vraiment les plus compliqués que peu de personnes ne comprennent. Ces personnes-là vous accompagnent. Nous sommes intégrateurs de solutions et nous mettons en œuvre, selon leur audit et leur préconisation, des solutions techniques que nous allons piocher dans le catalogue de nos amis industriels. Voilà. Mais je suis assez d'accord avec vous que pour avoir pas mal de clients qui sont très focus métier et qui n'ont pas le temps de s'arrêter sur les terminologies et tous les risques, pourraient être décontenancés et jamais être satisfaits des résultats attendus, puisque si on prend une partie uniquement du sujet, en fait, il y a toujours une faille quelque part. Voilà, donc il faut avancer tranquillement et je préconise pour les petites entreprises
de commencer par des audits qui vous mettent avec des mots en français, je l'espère, une chronologie d'actions à mener pour vous conduire tranquillement, sans être plus anxiogène que ça, vers une mise en conformité par rapport aux obligations qui sont publiées à l'ANSSI. Et effectivement, les industriels nous proposent des solutions. C'est un catalogue sur lequel on va piocher sous la demande, à la demande des auditeurs sécurité qui disent ce client, il a toutes ces applications qui sont passées en tout numérique sur le web. Eh bien, si je vous parle tout de suite du WAF, vous allez me dire c'est une blague ou quoi? FSPA. Voilà. Et par contre, Benoît peut déjà nous l'expliquer quand il sort sa nouvelle solution, nous, intégrateurs. Et si on considère que la solution réalisée et testée par Benoît a du sens, eh bien on l'a mis à notre catalogue. Et c'est la solution qu'on va proposer à la demande de l'auditeur. Voilà. Donc c'est une chronologie, une méthodologie, un temps un peu long. C'est certain qu'un client qui va nous appeler en disant « Waouh, je veux me mettre en conformité immédiatement », c'est presque illusoire de penser qu'il sera sécurisé. Oui, je veux rajouter un petit mot parce qu'effectivement, on a un devoir de conseil et on le porte, puisqu'on le porte dans nos offres. On accompagne et on va dire, on habille les solutions technologiques des partenaires. Et à la limite, vous n'avez pas à vous préoccuper de cette technologie puisqu'on est là pour la porter et la configurer pour votre compte. Au même titre que quand vous faites appel à votre expert comptable, vous ne vous souciez pas de l'application qu'il utilise lui pour gérer vos comptes. Et donc, notre ambition, en tout cas chez Folia Team, c'est de porter les offres sous cet angle-là, avec de l'accompagnement, de l'expertise, du conseil, de la mise en perspective dans votre contexte, avec des mots que vous allez comprendre. Et on sera là en amont pour vous présenter tout ça. Donc, je vous encourage à faire appel à nos services, à nos équipes, et qu'on puisse discuter et avoir le bon niveau de dialogue. En tout cas, c'est ce que l'on prêche pour pouvoir effectivement accompagner tout type d'entreprise, et y compris celles qui n'ont pas forcément les ressources pour comprendre le jargon technologique qui est porté, mais qu'on se doit, nous, de connaître, de comprendre, pour savoir comment mieux vous protéger. Effectivement. Tout petit truc, Julien. Ouais, tout petit truc, je suis rapide, désolé. Mais c'est juste pour les gens qui sont vraiment des toutes petites boîtes, qui n'ont pas forcément un service informatique, etc. Là, on sait bien, on est entre experts et tout, puis ce que fournit Adecom, tout ça, c'est sécurisé parce que les gens sont là, c'est des grosses boîtes. Il faut se dire que dans le SaaS, il y en a beaucoup, c'est juste des éditeurs de logiciels. Même eux, ils savent pas ce que c'est la cyber. D'accord? Donc du coup, la problématique, c'est que c'est simple, vous n'avez pas de service info et l'éditeur de logiciel, il n'a pas de service cyber. Du coup, personne ne va réussir à se parler. C'est simple, vous lui faites un mail et la question c'est qu'est-ce que vous faites en cybersécurité? Ça, il va vous répondre, il va essayer de vous répondre tout du moins. Et le mieux, c'est une fois que vous avez cette réponse, vous allez voir des gens que vous connaissez, votre infogéreur ou peu importe, et vous dites, regarde, il m'a répondu ça, qu'est-ce que ça vaut? Voilà, ça c'est une question simple. Et c'est une question qu'on peut poser à n'importe quel fournisseur de logiciels. Ok? Oui, mais c'est tellement vrai. Benoît, tu voulais ajouter une dernière chose peut-être parce que on a deux industriels dans la salle et vous avez deux démarches qui sont complémentaires mais qui sont l'une à côté de l'autre. Non, on a parlé effectivement, encore une fois, il y avait la sécurité des applications, mais je vais reparler juste quelque chose qui est une évidence. C'est pas parce que les données ont basculé dans le cloud que ça doit vous empêcher de les sauvegarder. Lorsque vous n'avez plus que les yeux pour pleurer, la seule chose qui vous reste, c'est une bonne sauvegarde. Et c'est pas pour autant que vous faites appel à des éditeurs, des solutions SaaS. Donc solutions SaaS, on pourrait s'attendre, écoute, c'est une solution SaaS. Je vais prendre l'exemple, on va en parler certainement tout à l'heure avec le nomadisme de la suite Office 365. J'en parle juste parce que c'est une tendance tellement forte du marché qui est adoptée par tellement de clients. Et bien là encore, on pourrait, et on a eu pendant trop longtemps, aujourd'hui le marché est beaucoup plus, et les clients en ont beaucoup plus conscience qu'effectivement, il faut sauvegarder les données 365. Et je vous dis, c'est pas moi éditeur qui le dit, c'est marqué noir sur blanc dans les conditions générales de service de Microsoft. Alinéa 6B, vous pouvez tous y aller, je vous invite à le faire. D'ailleurs, vous le voyez, ça s'affiche derrière nous. C'est marqué, nous vous recommandons de sauvegarder vos données avec un éditeur tiers.
Donc, soyez vigilants lorsque ce n'est pas parce que vos applications sont dans des clouds privés publics. Ce n'est pas parce que vous avez recours à des solutions SaaS que vous devez écarter ces notions de sécurité, ces notions basiques de sauvegarde. Cela, dans la plupart du temps, et la quasi systématiquement, demeure de votre responsabilité. Merci Benoît. Et là, on est dans le devoir de conseil, hein, il me semble. Alors côté Extreme, vous avez une démarche qui ressemble à celle de Benoît. Vous êtes dans la résilience, dans la sauvegarde des données, mais je crois que vous avez une démarche en parallèle. Ça serait peut-être intéressant de la présenter. Alors, merci pour la transition. Ce que je trouve intéressant là, de toutes nos discussions finalement passées, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une vraie transformation dans la manière dont on doit se communiquer entre nous, communiquer vers des clients, communiquer vers le marché. Et en fait, cette transformation, elle se fait soit de manière proactive, soit de manière réactive. On voit bien que ça impose des évolutions dans les relations de partenariat, dans la transparence de nos solutions. Il y avait des messages qui étaient passés sur la partie SaaS. Est-ce que c'est sécurisé, pas sécurisé? Est-ce qu'on doit mettre du cloud public, du cloud privé? Et finalement, tout ça, ça impose à l'industriel une transformation en amont de nos propres façons de travailler et façons de concevoir nos plateformes. On le voit au travers de clouds de 4e génération qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus hybrides, qui vont finalement s'adapter à vos architectures, à vos besoins. Est-ce que le côté cloud public est une finalité en soi? Il y a eu des notions de IaaS, de PaaS, de SaaS qui ont été évoquées. Est-ce que c'est ce vers quoi mon entreprise doit aller? Est-ce que je souhaite plutôt conserver finalement mes informations chez moi? Et c'est ça qui oblige notre transformation. Cette transformation, elle s'impose sur de l'hybridation, elle s'impose sur de la micro-segmentation. Tu parlais, Cédric, en intro de 150 rebonds pour une seule attaque sur un certain nombre de services. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe avec ces clouds de 4e génération. Ce côté où je viens segmenter mes services, mes données, mes usages pour justement amener cette résilience de continuité d'activité, quel que soit le type d'utilisateur, que ce soit de l'interne ou de l'externe, parce qu'il y a aussi la protection de mes invités qui va rentrer en jeu. On parlera mobilité dans une des thématiques, mais c'est vrai que ce côté public, on le voit bien aujourd'hui, on est au sein du FC Lorient, le réseau passe pas forcément, je vais venir me connecter à leur réseau Wi-Fi, c'est comment je vais pouvoir aussi assurer cette protection de mes systèmes, de mes utilisateurs en visite dans mon environnement. Et en fait, cette transformation, nous, on la voit, on l'opère aussi bien sur nos plateformes avec les certifications qui ont été mentionnées, les ISO 27001, les SOC 2, etc., qui nous imposent en fait une certaine rigueur, une certaine méthodologie dans nos plateformes, une certaine transparence. Donc, pour répondre aussi à votre question, c'est peut-être là le point qu'on a d'ouverture vis-à-vis de nos clients, c'est de mettre en place justement ces transformations, de mettre en place ces certifications en tant qu'éditeur et fabricant de produits pour le faire en fait à votre place et pour vous amener ces sécurités parce que ça peut être une PME, une UTI ou un grand compte, on n'a pas forcément toujours les ressources à disposition pour amener cette transformation. Donc c'est comme ça que nous on voit cette transformation, on la voit aussi au niveau des inondations, on la voit aussi finalement dans la manière dont on travaille. On est tous obligés aujourd'hui de passer des certifications sur le RGPD, sur la protection des données, sur les certifications ISO 27001 parce que ça nous impose aussi une rigueur en tant que salarié, que ce soit dans les interactions avec nos partenaires ou en interne dans l'usage de nos données, aussi bien dans la partie mailing que dans l'usage de l'infrastructure. Donc voilà, nous c'est tout ça qu'on constate, qui rejoint finalement tout ce qu'on s'est dit depuis quelques minutes. On travaille à différents étages sur cette fusée ou sur ce château fort pour sécuriser l'entièreté de la plateforme, pour sécuriser les portes d'accès à mon château fort, parce que on voit bien que le numérique devient extrêmement gourmand dans la transformation de l'entreprise et qu'il faut sécuriser les portes du château fort aussi pour éviter que ces interactions qui grandissent finalement avec un écosystème tiers que sont des clients, des fournisseurs, des services hébergés. Il faut aussi amener une certaine protection, une certaine sécurité sur ces aspects-là. Donc voilà, on met en place un certain nombre de mécanismes à différents étages de la fusée pour protéger ces événements-là. Ok, et si je reprends la question de monsieur, Extreme, grosse boîte américaine, c'est pas une question piège, t'inquiète pas. Non mais Extreme, grosse boîte américaine, etc. Monsieur, entreprise de taille intermédiaire, positionné en Bretagne, etc. Comment Extreme
ou on dirait ça sur Barracuda ou ça. Pareil, qu'est-ce que vous apportez, comment vous allez l'aider? Parce que la question est compréhensible, c'est vous arrivez avec vos termes techniques, vous parlez de choses qui ne sont pas forcément envisageables parce que vous voulez travailler, mais nous, on est sur le terrain au quotidien et c'est pas notre métier que de faire ça. Qu'est-ce que vous apportez? Comment vous aidez monsieur, et monsieur à travers l'image de l'ensemble des entreprises qui sont présentes sur le territoire, comment on les accompagne? Alors, à mon niveau, toujours sur la sécurité du cloud. Oui, tout à fait. Donc, à mon niveau, Benoît, si tu veux bien que je prenne le début, nous, on est un fournisseur d'infrastructures réseau, filaire, non filaire. Donc, ça, c'est la base du métier d'Extreme. On fournit, pour être clair dans les termes, des switches et des bandes Wi-Fi pour raccorder les utilisateurs, quel que soit leur emplacement, au réseau. Au-dessus de ça, il faut qu'on vienne le sécuriser. Et donc, on vient sécuriser les utilisateurs avec de l'authentification, avec de la traçabilité des données, tout simplement pour pouvoir aussi être conforme avec du RGPD, par exemple, sur la partie données. On va venir vous apporter des certifications de type ISO 27001, SOC 2 sur nos plateformes, qui sont des gages de sécurité, de transparence et de traçabilité sur les systèmes d'information, sur l'usage des données, sur la rétention des données. On va venir sécuriser la partie réseau de manière autonome pour vous faciliter la vie dans l'exploitation de votre environnement. Et toute cette partie-là, on va vous donner la souplesse de le faire dans un cloud public qui peut être agnostique. Donc, on va ouvrir aussi le champ des possibles. Où est-ce que vous voulez porter les infrastructures? On a cité Amazon, Google, Azure, mais ça peut être aussi vos propres clouds. Chez Foliateam, par exemple. Chez Foliateam, qui était effectivement la troisième solution, ou dans votre entreprise. Donc, en fait, c'est d'amener toute cette sécurité et tous ces mécanismes de sécurité, quel que soit le lieu et les usages, et quels que soient les niveaux d'implémentation de l'environnement. C'est très clair. Non, il n'y a rien à rajouter, c'est exactement ça. Juste donner des images simples aux clients finaux. Voilà, c'est vrai qu'on a utilisé pas mal de gros mots, de WAF, IaaS, PaaS et autres. Le cloud, non, ce n'est pas juste dans le nuage. Ce sont des infrastructures physiques qui sont tout simplement pas sur le site du client. Et donc, ces infrastructures, les données, les applications qui y résident nécessitent de la sécurité. Donc, c'est une image simple. Voilà, on a juste changé d'adresse, monsieur. Aujourd'hui, on a délocalisé ça. Vous allez pouvoir vous concentrer plus sur votre métier, mais de même, lorsque c'était chez vous, vous le sécurisiez, vous le sauvegardez. Et ben, gardez cette habitude. C'est pas parce que c'est dans le cloud qu'il faut ne plus le faire. Alors, merci pour ces éclairages. Je sais pas, on est en famille, on est assez peu nombreux, donc n'hésitez pas, s'il vous reste encore des questions. C'est sympa. Merci, et à distance aussi s'il y a des questions. Effectivement. Timothée, José, vous maîtrisez tout de toute façon. Alain, si tu me permets, je voudrais peut-être compléter la question. Parce qu'on est au FC Lorient, donc c'était cité dans la publication que vous avez fait sur cet événement. On a la chance, Extreme Networks, d'être le sponsor officiel d'un certain nombre d'activités comme le FC Lorient. Donc on est le sponsor officiel des infrastructures de données pour le Super Bowl aux États-Unis, pour la Ligue de baseball américaine, la Ligue de football américaine, voilà, qui sont des événements absolument magnifiques et qui sont très gourmands en termes de données. La protection justement de ces environnements qui accueillent énormément de public, elle va aussi se faire à différents étages sur la manière dont on va donner une visibilité à ces clubs ou à ces stades, parce que c'est pas du tout leur métier de faire du réseau et du Wi-Fi. Par contre, leur métier, c'est de faire le show, c'est de faire l'animation, c'est d'amener le club à son niveau d'excellence. Et en fait, ce qu'on fait chez Extreme, très clairement, pour donner une image avec le FCL, c'est qu'on va donner lors d'une exhibition l'intégralité de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en termes d'usage du réseau, quelles étaient les itinérances des utilisateurs dans l'enceinte de son réseau, donc avec des notions de localisation, de traçabilité aussi des personnes, pour comprendre comment la masse se déplace dans mon infrastructure, comment mon infrastructure doit évoluer. On va donner une visibilité sur les applicatifs qui sont consommés aussi demain pour pouvoir anticiper au travers d'autres mécanismes de sécurité la manière dont je vais cloisonner peut-être mes réseaux, mes applications, parce que est-ce que le réseau social doit être la première valeur communiquée sur mon réseau, ou est-ce que je vais plutôt privilégier l'applicatif métier, la retransmission audiovisuelle d'un match ou d'un événement. Et donc c'est ces données-là aussi qui sont mises à disposition des clients. Alors là, j'ai pris des grands comptes pour donner cette
cette vision. Mais c'est exactement ça, la transformation que j'évoquais tout à l'heure sur de nos métiers, de nos usages. C'est pas juste de fournir des boîtes qui amènent un service, mais c'est aussi de comprendre ce qu'on en fait de ces boîtes et de ces usages. Et ça, voilà, ça passe au travers de ce type de... Et Julien, je te précise, nous avons eu le plaisir d'installer l'environnement quand on a créé ici ce magnifique centre de formation, d'installer l'ensemble du Wi-Fi. Et sur le stade aussi, dans les loges VIP, quand vous regardez bien précisément, parce que c'est souvent caché, vous avez le plaisir de retrouver tes bords. Donc voilà. Et on en est ravis, absolument. Merci beaucoup Julien. Il n'y a pas de conclusion à cette table ronde parce que c'est compliqué d'avoir une conclusion sur la sécurité, c'est très compliqué. Mais depuis tout à l'heure, on parle de fournisseurs, on parle de certification. Mais il y a un point qui est très important en termes de sécurité, notamment en termes de cloud, c'est la réglementation. Parce que la réglementation évolue beaucoup. Et là, j'ai demandé à Tiffaine, s'il te plaît. On a répété Tiffaine, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste un point. Donc, je vous présente Tiffaine, on en parlera tout à l'heure, on se représentera tout à l'heure, mais la réglementation évolue, elle évolue en France, mais elle évolue surtout aussi beaucoup au niveau européen. Et Tiffaine fait partie de Bretagne Développement Innovation qui a en charge la coordination des activités cybersécurité entre la Bretagne, l'État, le reste de la France, on va dire, et puis l'Europe. Et on parlait d'évolution de cybersécurité, on parlait d'évolution des réglementations, et il y a une grosse révolution qui arrive aujourd'hui qui s'appelle, alors c'est encore un terme barbare, je suis désolé, ça s'appelle NIS 2, rien à voir avec la ville, ça serait trop drôle, rien à voir avec la ville, c'est NIS 2, NIS, pour Network and Internet Security. Ça évolue beaucoup. Tu peux nous dire en 2 mots à quoi ça correspond, sachant que ça va tous nous toucher demain matin. Là parmi vous. Ok, bonjour à tous, ravi d'être là parmi vous, en particulier à Lorient, parce que Lorient est aussi une terre de cybersécurité. Effectivement, donc moi je représente la région et son agence de développement économique, et en particulier on a énormément d'activités pour développer toute la filière industrielle de cybersécurité, filière bretonne, filière française. Il y a des vrais enjeux de souveraineté dans ce domaine. Et donc il faut savoir que toutes les initiatives, toutes les dynamiques que vous voyez, le développement des acteurs se fait aussi parce qu'il y a une volonté de l'Europe de créer une culture de la cybersécurité. Alors, pourquoi ? Parce que y a une dynamique assez américaine, hein. Effectivement, en termes de solutions, il y a beaucoup de solutions qui sont américaines. On a beaucoup aussi la présence des GAFAM, donc une forte présence américaine, une présence aussi au niveau international de la partie plutôt Est avec l'Asie. Et donc, l'Europe a choisi de créer et de mettre en place un marché européen qui va faciliter justement le développement de solutions européennes. Et donc, ça passe en particulier par ce que vient d'évoquer Cédric, c'est-à-dire une directive, la directive Nice, qui a pour vocation à harmoniser le niveau de cybersécurité. Il faut savoir qu'en France, on a des labels, on a des certificats, on a des qualifications, on a une agence nationale, et qu'en fait, tous les pays européens ont aussi leur propre agence et leur propre niveau de certification de leurs solutions. Donc l'enjeu de l'Europe, c'est d'aller vers une harmonisation pour que vous puissiez choisir une solution qui dispose d'un label reconnu au niveau européen. Donc ça, c'est l'enjeu de la directive Nice, avec un enjeu d'étendre cette qualification et cette caractérisation des produits pour adresser un nombre plus grand de sociétés. En fait, on dit souvent que le marché, il est drivé par la réglementation. Quand on est un opérateur d'infrastructure vitale, évidemment qu'on a des obligations. Quand on est une PME, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire pour obliger la PME à se doter de solutions. Donc, la directive, elle va élargir le panel des sociétés qui seront concernées par l'accompagnement à la montée en puissance en cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Donc le domaine est élargi. En particulier, on y retrouve par exemple les collectivités. Il faut savoir que les collectivités petites et moyennes sont souvent des structures qui sont très démunies en termes de cybersécurité. Vous avez entendu parler par exemple de Angers, hein, qui s'était fait attaquer l'année dernière. Enfin, il y en a de plus en plus. Donc l'Europe va vraiment travailler à mettre en place un cadre pour accompagner. Je voulais quand même revenir sur ce qui s'est dit. C'était très intéressant parce qu'on voit bien que la cybersécurité, c'est vraiment un domaine extrêmement technique. Et comme on le disait, à l'origine, ça s'adressait vraiment aux opérateurs télécoms, aux banques, aux opérateurs d'infrastructures vitales.
De plus en plus, les PME et les TPE sont concernés, les collectivités, on vient de le dire. Pourquoi? Parce que la cybercriminalité, c'est le 4e trafic au monde. Donc, c'est devenu vraiment un enjeu industriel, la cybercriminalité. Donc, globalement, les PME, elles vont pas y échapper. Pour autant, il y a des accompagnateurs, il y a des solutions, il y a des intégrateurs qui peuvent effectivement accompagner les PME. Il faut signaler aussi quand même que au niveau, par exemple, français, avec l'agence nationale, l'ANSSI, sont mis en place quand même énormément de guides qui permettent de prendre conscience des démarches à mettre en place en cybersécurité quand on n'est pas expert de cyber. L'angoisse souvent des dirigeants des TPE en particulier, c'est de dire ok, ben, c'est technique, moi je le délègue à un prestataire et en fait je n'ai plus de contrôle ni de maîtrise du sujet. Et en fait, ces guides d'hygiène informatique, ils répertorient quand même des solutions et des étapes à mettre en place qui vous permettent quand même de garder un petit peu un contrôle et une compréhension du monde dans lequel vous entrez. En fait, c'est une démarche, la cybersécurité. On passe pas de 0 à 100 et puis on n'est jamais sécurisé à 100%. Donc en fait, il y a des étapes et c'est ce que vous disiez, l'analyse de risque, c'est quand même la première étape. Il faut faire le bilan de ce qu'on a à protéger et des priorités à mettre en œuvre. C'est progressif. Donc il y a vraiment des accompagnements pour ça. Il y a un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui se développe énormément et qui est extrêmement bien fait. Vous avez vraiment des tutoriels, il y a des MOOC. Enfin, je pense que c'est important aussi de dire que vous pouvez, au-delà des solutions techniques, évidemment, vous maîtriserez pas ces solutions techniques. En revanche, être en capacité de dialoguer avec votre prestataire, votre intégrateur ou la solution, l'expert technique, ça, vous pouvez le maîtriser un petit peu mieux. Il y a en particulier la mise en place de référents PME et également en entreprise où on a une formation pour comprendre les grands basiques de la cybersécurité et pouvoir se doter d'un petit bagage un peu technique, une culture de la cybersécurité, un premier vernis. Et ça vous permet de rééquilibrer aussi le dialogue concernant vos enjeux de cybersécurité. Merci beaucoup, Tiffaine. On se revoit tout à l'heure, de toute façon. Merci beaucoup. À moi qu'il y ait une dernière question. Sinon, je vous invite à faire une petite pause de quelques minutes. Ok, c'est la pause. Merci beaucoup.